Mais écoutez, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette conférence dédiée à l'agrivoltaïsme avec un sujet, un thème assez vendeur. L'agrivoltaïsme vertueux, comment nouer des partenariats gagnant-gagnant. Donc ça va être un thème passionnant. Juste quelques petits mots de contexte et de préambule sur ce sujet qui a fait l'objet de nombreux débats lors de l'adoption de la loi d'accélération sur les énergies renouvelables, qui est donc un sujet au cœur de beaucoup de préoccupations, bien sûr, des acteurs de la filière, mais qui interroge sur cet aspect vertueux, justement, qui inquiète en ce qui concerne des sujets de pression foncière, de souveraineté alimentaire, d'acceptabilité. Sujet que nous allons évoquer ensemble avec des intervenants dont je salue l'expertise et qui nous permet aujourd'hui d'avoir un panel tout à fait riche sur le sujet. Donc nous accueillons par visioconférence le sénateur Daniel Salmon, Céline Mel de l'ADEME, Thibaut Malga de TSE et Stéphane Moreau du groupe UNIT. Il me souffle, mais je le savais quand même. Donc je vais me présenter très rapidement avant de leur laisser l'opportunité de se présenter eux-mêmes. Donc Alexandra Novak, je suis avocate au sein du cabinet De Gaulle, Florence et Associés, notaire notamment, qui accompagne les acteurs de la transition énergétique. Et j'interviens également au sein de l'association La Plateforme Verte, au sein de laquelle je co-anime notamment un groupe de travail aux côtés de Pierre Guerrier qui est dédié à l'agrivoltaïsme. Voilà pour moi. Je vais peut-être me tourner vers les personnes qui sont en visioconférence pour les laisser se présenter et peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, mettre en avant sous quelle forme ils traitent l'agrivoltaïsme dans leur domaine d'activité respective. Monsieur le sénateur, vous avez la parole si vous souhaitez vous présenter. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne vous vois pas. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite vision de la salle. C'est mieux de savoir à qui on cause. Mais bon, c'est pas un problème. On va faire comme cela. Petite présentation. Daniel Salmon. Donc, je suis sénateur d'Ille-et-Vilaine. Je siège dans le groupe Écologie, Solidarité et Territoire, et plus particulièrement également au Sénat dans la commission Affaires économiques, dans laquelle sont traitées, mais conjointement avec la commission Développement durable et aménagement du territoire, les questions d'énergie. Je suis passionné depuis très longtemps sur ces questions d'énergie en tant qu'écologiste, avec pour nous la nécessité de sortir du fossile et du fissile. Et donc, le photovoltaïque et l'agrivoltaïsme font partie des sujets que je regarde de près. J'avais organisé un colloque en octobre dernier sur l'agrivoltaïsme. Donc, j'ai quelques connaissances sur le sujet, certainement pas exhaustives, mais voilà, que je veux bien partager avec vous et échanger ce matin avec plaisir. Merci beaucoup. Ce midi. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Céline Mel, si vous souhaitez vous présenter. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est assez spécial. On se voit avec Monsieur Salmon, mais on ne vous voit pas. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Céline Mel. Je suis coordinatrice du pôle photovoltaïque à l'ADEME au sein du service électricité renouvelable et réseaux. J'ai notamment en fait copiloté avec un de mes collègues qui était plutôt expert sur l'agriculture, l'étude ADEME qui s'intitule Caractériser les projets photovoltaïques sur terrain agricole et l'agrivoltaïsme, qui a été publiée donc l'année dernière, et sur laquelle nous avons passé beaucoup de temps, beaucoup de temps à capitaliser, on va dire, sur l'ensemble des informations, qu'elles soient bibliographiques ou des installations, on va dire, en cours et qui ont été enquêtées au cours de cette étude.
Et de notre côté, on est assez actif effectivement à l'ADEME sur l'agrivoltaïsme. On fait beaucoup bien sûr de suivi réglementaire suite à la publication de la loi, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. On œuvre beaucoup à tout ce qui est consolidation des connaissances, puisque la thématique agrivoltaïque est arrivée il y a déjà quelques années dans nos appels à projets recherche, et elle continue d'y être spécifiée. Donc on encourage largement la recherche sur ce domaine-là. On accompagne également la montée en compétences des acteurs, puisque suite à la publication de l'étude, l'une des grandes recommandations, c'était de mettre en place un observatoire du photovoltaïque en terrain agricole et de l'agrivoltaïsme. Donc l'idée, c'est bien d'aller récupérer les retours d'expérience, d'engranger le plus de connaissances possible et de valoriser au mieux les bonnes pratiques. L'autre point, c'est qu'on essaye aussi d'outiller les parties prenantes, donc toujours dans la suite en fait, de l'étude qu'on a publiée, puisqu'on avait proposé une méthodologie d'évaluation des projets pour savoir si le projet est pertinent ou est de l'agrivoltaïsme. Donc l'idée, c'est aussi de travailler sur cette méthode, d'accompagner les acteurs à se l'approprier. Et puis le dernier point, c'est qu'on essaye également d'anticiper les freins à cette pratique. Ce qu'on voit un petit peu arriver, c'est de potentiels freins donc sur l'appropriation citoyenne notamment, sur les futurs projets qui vont se déployer, et également d'améliorer, on va dire, les connaissances sur les incidences environnementales et également sur les incidences paysagères de ces projets pour avoir vraiment une filière vertueuse. Merci beaucoup Céline. Thibaut, peut-être, si vous souhaitez prendre la parole pour vous présenter. Donc Thibaut Malga, moi je suis le directeur de l'agence de Clermont-Ferrand pour TSE Énergie. Donc, TSE Énergie est une société spécialisée dans le photovoltaïque depuis 2008. On travaillait essentiellement des centrales au sol en 2008, et depuis les 3 dernières années, on a travaillé des projets développés en agrivoltaïsme, donc en amont de la mise en place de la loi d'accélération des énergies et de la définition de la mise en place de l'ADEME. On travaillait sur ces dossiers-là en copilotant au niveau territorial avec les acteurs du monde agricole. On s'est essayé de travailler des sujets en lien avec les coopératives agricoles pour comprendre quel était le besoin environnemental, climatique, agricole et territorial. Donc voilà un peu le sujet que l'on va travailler. Et on a déjà installé donc, une centrale qui s'appelle Amance, qui est sur une canopée, qui fait 3 hectares, sur laquelle on a un projet pilote de 9 ans, qui est le début d'une longue série en fait, de projets pilotes qu'on met en place un peu partout sur le territoire national pour étudier, collecter un maximum de données qui vont permettre d'implémenter en fait, l'intérêt de l'agrivoltaïsme au service de l'agriculteur, au service des territoires, pour le maintien également du tissu rural et la pérennisation de l'exploitation. Donc c'est un peu notre cheval de bataille, notre approche, et on le développe grâce à une granulométrie territoriale assez importante avec 8 agences, dont celle de Clermont-Ferrand. Très bien, merci beaucoup Thibaut. Stéphane, je vous laisse la parole pour vous présenter. Donc, je m'appelle Stéphane Moreau, je dirige un groupe qui s'appelle UNIT, qui est producteur d'électricité depuis 36 ans aujourd'hui. Électricité hydroélectrique avec des centrales dans les Alpes, dans les Pyrénées, sur la Seine et un peu partout en France, une soixantaine de sites. Quelques parcs éoliens, mais nous n'en développons plus, et de plus en plus de photovoltaïque. Nous avons l'habitude de faire du photovoltaïque en coopération avec des gens qui ont un autre usage du terrain. Par exemple, il y a 11 ans déjà, nous avons fait une installation qui aurait pu s'appeler agrivoltaïsme si on avait inventé ce néologisme à l'époque, mais qui était simplement une installation de production photovoltaïque sur 4,5 hectares, sur un endroit où il y avait des bassins de pisciculture. Et cet endroit-là, l'idée c'était de faire de l'ombre au bassin de pisciculture avec des panneaux photovoltaïques, mais aussi de produire de l'électricité et de faire en sorte qu'on puisse faire 1 + 1 = 3. Le 1 initial, c'est l'aquaculture. Elle doit continuer d'exister. Le deuxième volet, c'est le photovoltaïque. Il doit produire une électricité décarbonée, elle l'est. Durable, ça veut dire qu'il faut que l'installation soit simple et robuste, et compétitive. C'est une de nos convictions, c'est faire des installations qui assurent que ce mégawattheure ne nous exige pas de tendre la main et de demander de l'aide à l'État, mais de faire une électricité qui sera sur le marché, qui contribuera à la compétitivité des industries qui consommeront notre électricité et qui contribuera à éviter de ralentir le pouvoir d'achat des consommateurs, ce qui dépensait trop d'argent sur l'électricité.
Donc photovoltaïque sur des usages agricoles, on en fait depuis une dizaine d'années et on en développe de plus en plus. Et puis aujourd'hui, suite à une loi, on appelle ça l'agrivoltaïsme. Mais ce qui est important, plus que le mot utilisé, c'est l'esprit. C'est ne pas nuire à l'agriculture et produire en plus une électricité qui soit compétitive et vertueuse. Allons-y. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Je ne peux que rebondir. Merci beaucoup pour cette perche sur l'agrivoltaïsme vertueux, par opposition aux craintes de projets alibi. Et donc, la loi AER que j'évoquais tout à l'heure et que vous venez d'évoquer vous-même. Et cette définition de l'agrivoltaïsme qu'on a enfin, qui pose un cadre juridique qui était appelé de leur vœu par les acteurs de la filière. Mais maintenant, il y a des décrets d'application qui sont en cours de rédaction et évidemment quelques petites inquiétudes parmi les acteurs en ce qui concerne évidemment les termes utilisés dans le cadre de cette définition. On parle de revenus durables pour l'agriculteur, on parle de services directs que cette installation agrivoltaïque doit garantir. Donc voilà, on a un cadre qui est posé, mais je souhaitais vous faire réagir sur la mise en application de cette loi et comment vous, concrètement, alors là on a la chance d'avoir un panel très varié, voilà, des différents points de vue par rapport à cette mise en application avec comme thème se diriger vers un agrivoltaïsme vertueux. Alors, c'est plus facile de me tourner vers vous dans la salle parce que vous êtes en direct, mais je pense à nos collègues qui sont en visioconférence et je vais me permettre de me diriger vers eux en premier pour les faire réagir. Monsieur le sénateur, voilà, je me tourne vers vous pour répondre à ces pistes de réflexion et d'interrogation que je viens de poser. Des interrogations fondamentales, effectivement. Bon, d'abord, quelques mots de contexte. Est-ce qu'on a besoin de l'agrivoltaïsme? Si on n'en a pas besoin, la question est tout de suite réglée. Mais on voit bien qu'on a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous donne des objectifs. Aujourd'hui, on est à peu près à 15 gigawatts de photovoltaïque installés, sachant que d'ici 2028, en 2028, on devrait être entre 35 et 44 gigawatts. Donc, il y a un delta très important. Et il faut voir comment on peut aboutir, comment on peut arriver à ces objectifs-là. Bien entendu, la priorité, c'est d'installer sur des zones déjà artificialisées, c'est-à-dire sur les toits, sur les ombrières de parking, sur les délaissés d'autoroutes, sur un certain nombre de friches. Bien entendu, on doit aller là, on va dire en priorité. Mais lorsque l'on regarde un peu avec attention les potentiels, on s'aperçoit que, eh bien, on ne peut arriver à nos objectifs rapidement qu'en allant sur du photovoltaïque au sol. C'est-à-dire qu'il faut travailler en parallèle, installer tout ce qui peut être possible sur les zones dont j'ai parlé tout de suite, mais tout ce qui est sur toiture prend beaucoup plus de temps, juridiquement est plus difficile donc à mettre en œuvre, techniquement également, et des coûts qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait sur le photovoltaïque au sol. Donc voilà, on a ces deux contingences, c'est-à-dire arriver aux objectifs et arriver à ces objectifs aussi avec un coût, je dirais, acceptable. Donc, on ne va pas pouvoir se passer du photovoltaïque au sol. Donc, c'est là qu'arrive l'idée de l'agrivoltaïsme, qui, là, est un concept qui doit permettre d'allier production agricole et production d'énergie. Mais c'est bien, c'est facile en le disant ainsi. Dans l'application, tout de suite, ça devient un peu plus complexe. Effectivement, vous avez déjà brossé quelques éléments. Il faut absolument, donc dans le projet de loi énergie renouvelable, accélération des énergies renouvelables, on est allé vers une définition parce qu'il faut clarifier ce qu'est l'agrivoltaïsme. C'est ce qui a été fait donc dans cette loi, qui sera sans doute cette définition sera peaufinée parce que c'est en avançant qu'on va avoir aussi quelques-uns des écueils.
Il y a un certain nombre de décrets, vous en avez parlé, qui vont donner aussi des éléments qui vont être fondamentaux. Mais aujourd'hui, l'agrivoltaïsme est défini comme euh, un système qui permet donc de produire de l'énergie renouvelable et une production agricole significative qui amène des revenus diversifiés à l'agriculteur et qui doivent apporter un certain nombre de services. C'est-à-dire que ces panneaux photovoltaïques doivent venir contribuer à améliorer, on va dire quelque part, la production, le potentiel agricole du secteur. On sait bien qu'on va devant, qu'il y a déjà de nombreux aléas climatiques, mais qui vont s'amplifier. Donc, les panneaux photovoltaïques doivent pouvoir permettre une meilleure adaptation à ces changements climatiques et donc protéger contre les aléas, éventuellement améliorer aussi, apporter du bien-être animal. Tout un tas donc de demandes pour l'agrivoltaïsme, mais qui ne sont pas sans poser un certain nombre de questions sur la validité donc de ce schéma-là. Être sûr qu'on ne va pas venir altérer la production agricole, que dans certains cas, eh bien, on ne va pas altérer non plus la biodiversité. Donc moi, on a travaillé là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais on ne part pas d'une page blanche. Il va falloir quand même veiller à ce que l'on atteigne bien ces objectifs. Mais on part aussi d'un système agricole qui a été assez dévastateur avec des pratiques intensives sur des champs. Quand je parle d'un champ de maïs, on est pratiquement dans un désert biologique. Et donc, il faut profiter de cet agrivoltaïsme pour aussi avoir une reconquête de la biodiversité et essayer de faire évoluer ce modèle agricole. Donc nous, au Sénat, avec mon groupe, c'est ce que l'on a défendu. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui sont passées, mais il y a encore certainement beaucoup d'avancées à faire dans ce domaine-là pour vraiment avoir du gagnant-gagnant. Et il y a aussi la problématique derrière, mais on en parlera certainement du foncier et la problématique de la transmission, qui sont des éléments aussi fondamentaux pour que cet agrivoltaïsme soit accepté par le monde agricole. On sait bien qu'il y a des dissensions, qu'il y a des approches diverses entre la FNSEA, qui est plutôt partie prenante. C'est rarement un des alliés des écolos, mais sur ce coup-là, on a quelques convergences. Les jeunes agriculteurs qui sont pour un moratoire, ainsi que la Confédération paysanne. Mais je pense qu'il faut se donner les garanties pour que eh bien, cet agrivoltaïsme soit vraiment bénéfique pour tout le monde. Bon, je vais m'arrêter là. Je Ouais, pense merci qu'on va beaucoup, monsieur pouvoir le avoir des sénateur. échanges derrière. Ouais, non, vous avez bien résumé toutes les problématiques et je vais rester sur cette idée de reconquête des terres agricoles qui est un beau thème à creuser un peu plus tard si on en a l'occasion, parce qu'on a peu de temps qui nous est imparti. Je vais me tourner vers Céline Mel, peut-être pour réagir et si vous souhaitez développer un petit peu votre projet d'observatoire en quelques mots très rapidement. Voilà, je vous laisse la parole, Céline. Merci. Oui, alors avant peut-être de parler de l'observatoire, je voulais surtout parler aussi de la méthode d'évaluation, puisqu'on on a parlé de la publication de la loi, des rédactions de décrets en cours, sachant que les décrets doivent justement apporter des éléments complémentaires pour mieux comprendre ce qu'est l'agrivoltaïsme et comment on peut l'identifier au sein des projets. Donc typiquement, l'étude ADEME que nous avons produite, il y a une méthodologie que nous avons proposée qui se déroule un peu en 3 phases. Hein. Une première où on va véritablement étudier la synergie agricole, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, quel service on apporte, quelle incidence le photovoltaïque a sur la production agricole en termes de rendement, de qualité, etc. Et enfin, un troisième point qui va regarder les revenus de l'exploitation avant-après, savoir si on a effectivement une évolution bénéfique pour l'exploitation ou pas. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, on a d'autres
d'autres étapes dans la méthode qui permettent d'identifier sur quel couplage on est et d'aller chercher et de se questionner sur tous les enjeux autour du couplage, on va dire, seul photovoltaïque à agriculture et d'aller se questionner sur l'intégration dans le territoire, les impacts environnementaux, la biodiversité, l'impact sur les sols, etc., etc. Donc, la méthode qu'on a proposée, elle a cet avantage d'aller questionner un petit peu tous les enjeux qui tournent autour de ces projets-là pour ensuite aller véritablement identifier si on est sur un couplage intéressant, pertinent, ou si c'est quelque chose qui va avoir trop de conséquences, on va dire, négatives. Donc ça, c'est une première chose, et c'est ce qu'on essaye un petit peu aussi de faire valoir auprès des différentes entités, des différentes parties prenantes, puisqu'on a les services déconcentrés de l'État, les chambres d'agriculture, les CDPNAF, qui vont devoir un petit peu regarder tous ces projets-là. Donc, on essaye aussi de les accompagner au regard donc, de ces différents critères et de leur évaluation. Ça, c'est un premier point, c'était par rapport à la publication de la loi. Le deuxième, c'est ce que vous avez dit, effectivement, c'est le projet qu'on a de mettre en place donc, un observatoire de l'agrivoltaïque. Cet observatoire, il aurait un rôle assez large puisqu'il irait non seulement travailler sur les retours d'expérience, les suivis agronomiques qu'on pourrait obtenir, donc des installations qui sont en projet ou en cours d'exploitation. Et puis, l'idée, c'est d'aller analyser ces données-là pour proposer ensuite, et en tout cas mettre à disposition de toute la filière, des indicateurs, qu'ils soient agronomiques, économiques ou sociaux, qui permettront de mieux quantifier les incidences et les impacts de ces installations-là, et de valoriser du coup les bonnes pratiques qu'on aura pu répertorier grâce à cette observation. Donc on a une vision de cet observatoire assez large qui part un petit peu de l'analyse scientifique jusqu'à la valorisation, presque formation finalement des parties prenantes. Merci beaucoup Céline. Thibaut, Oui. est-ce que vous souhaitez réagir donc à cette loi, aux dispositions, un petit peu aux problématiques qu'on vient d'évoquer ensemble, et comme je suis désolée de rappeler le fait qu'on ait peu de temps, si vous voulez développer peut-être un aspect, n'hésitez pas et on passera la parole à Stéphane. Parfait, oui. Déjà, je voulais dire dans un premier temps, c'est que la loi d'accélération des énergies, pour nous, elle nous va très bien. Elle a posé le vrai cadre. On a à la fois développé la partie agricole et la partie énergétique. C'est important de reprendre ces points parce que le sujet agricole, il englobe tout le sujet territorial. Le sujet des instances du territoire, le sujet des filières, le sujet de la biodiversité, et le sujet de développement des entreprises territoriales, du monde rural. Donc, je pense que nous, l'approche qu'on a mis en place chez TSE, en tout cas, c'est de se rapprocher avec des partenariats au niveau des coopératives, de travailler quels étaient les besoins de chacun, parce qu'en France, on a une grande richesse, on a une diversité des territoires, diversité des productions, diversité des espèces et diversité aussi du relief. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir différents agrivoltaïsmes. La définition de l'agrivoltaïsme étant large, apporter un service. Nous, c'est ce qu'on propose. On a différents produits qui peuvent apporter différents services au monde agricole sur différentes approches. Et derrière, qui est le mieux placé pour travailler les sujets territoriaux que la coopérative? La coopérative, c'est quand même l'acteur principal des territoires. On travaille avec Alliance BFC, avec la partie fédérale élevage, qui regroupe des élevages bovins, ovins. Donc on a l'ensemble des problématiques de l'ensemble des acteurs de la filière. Ça nous permet aussi quand on va travailler un projet avec un besoin d'un agriculteur, quel était le besoin sur cette parcelle-là, on va avoir des produits qui peuvent correspondre à la fois sur le sujet de la pérennité, parce qu'on a travaillé une approche agronomique qui est intéressante sur apporter un ombrage tournant et dynamique sur la parcelle. Le deuxième point, c'est un revenu économique complémentaire qui vient arriver. Et le troisième point, c'est notre bail. Le fameux approche, c'est le bail tripartite que l'on a travaillé avec la transmissibilité, qui va dans le renouvellement des générations et l'aspect de continuité. Donc l'approche des décrets, pour revenir aussi sur le sujet des décrets, je trouve que c'est une bonne chose. Le fait qu'on est en train d'infuser au niveau des DDT, des instances administratives, avec le maillage territorial et les besoins de chacun, va ressortir des approches différentes. Donc nous, on est bien placés pour pouvoir accompagner en fait les différentes instances pour essayer d'apporter une solution pérenne sur les territoires. Merci beaucoup. On reviendra, si on a le temps, sur cet aspect partenariat qui est vraiment important. On développera ça un petit peu plus tard si on le peut. Stéphane, je vous laisse réagir.
Si je reviens sur cette loi, vous demandez mon avis sur cette loi. On a fait des très beaux projets qu'on qualifie aujourd'hui d'agrivoltaïques sans loi, et ils marchent super bien. Et personne ne s'en plaint. Donc nous n'avions pas besoin de loi, mais une loi, pourquoi pas, tant qu'on ne me demande pas de payer la loi. Mais objectivement, je me rends compte que quand on fait une loi, l'avantage c'est qu'on peut débattre avant et se poser des questions. Donc la vraie question, c'est très pragmatique. Est-il vertueux ou non vertueux de faire un projet photovoltaïque sur un terrain donné? Et la question, c'est est-ce qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients? Moi, je vous prends ce que j'ai cité tout à l'heure, faire de l'ombrage sur des bassins piscicoles tout en produisant de l'électricité, c'était évidemment vertueux. Une autre question, un agriculteur vient nous voir et nous dit « Moi, j'ai 1000 hectares sur lesquels je fais de la récolte fourragère. Si vous mettez des panneaux photovoltaïques, mais en laissant 8 mètres entre chaque ligne de panneaux, ça ne m'empêchera pas de faucher. Et le fait que ça fasse de l'ombre devrait augmenter un peu la quantité de fourrage, de quelques pourcents. » On ne sait pas complètement si c'est vrai ou pas. Il y a deux solutions. On peut faire une étude avec l'INRAE. On s'est rapproché de l'INRAE et du centre de recherche de l'INRAE. Et dans 3 ans, on saura. Mais en fait, nous, on va construire sans attendre de savoir. Parce qu'on a de bonnes raisons de dire qu'il ne faut pas hésiter. On pense que ça va augmenter un peu le volume de fourrage, mais on pense aussi et surtout qu'on va payer un loyer assez conséquent à cet agriculteur qui nous dit « Ce loyer, je vais l'utiliser pour investir dans un séchoir à fourrage. » Et alors c'est agréable dans l'agrivoltaïsme, c'est qu'on apprend des tas de choses sur des domaines qui sont loin des nôtres. Au départ, nous, c'est l'énergie. Mais là, on apprend avec cet agriculteur son métier. Il nous dit, si je ramasse le fourrage alors qu'il est encore humide, plutôt que de le laisser sécher au soleil, j'évite qu'il perde une grosse partie de sa qualité nutritive quand il est grillé. Donc je le ramasse humide et je vais le faire sécher dans un séchoir dynamique. Ça multiplie par 5 la valeur nutritive du fourrage. Donc tout d'un coup, vous vous dites, on ne sait pas si on va gagner 1% ou 2% sur le volume de fourrage, mais on sait qu'on va multiplier par 5 la valeur nutritive du fourrage. Et peut-être qu'à cause de l'endroit où il y aura les panneaux, on perdra 1 ou 2% d'espace fourragé. Mais il faut travailler avec des ordres de grandeur dans la vie. Là, il n'y a pas besoin de définition, on y va. Ah, par contre, ce n'est pas de l'agrivoltaïsme au nom de la loi. Mais à la limite, je m'en fiche. Est-ce que c'est un projet qu'on va faire? La réponse est oui. Est-ce qu'il est vertueux? La réponse est oui. Est-ce qu'il nuit à la production agricole? Non, il la multiplie par presque 5. Est-ce qu'il permet en plus d'ajouter une autre vertu qui est la production d'électricité décarbonée, durable, simple à entretenir, parce que ce sont des systèmes qu'on va garantir 40 ans, qu'on va exploiter pendant 40 ans. Tout ce qu'on construit chez UNIT, on le garde et on l'exploite dans la durée. Donc pour nous, l'idée que ce ne soit pas des machins compliqués qui auront des soucis au premier coup de vent, c'est très très important. Donc globalement, on voit qu'on fait 1 + 1 = 3 ou 4, on y va. Et alors après, on relit la loi, on dit « Ah, mais il y a un petit inconvénient, c'est qu'on n'amène pas un service direct. On amène un service indirect, c'est-à-dire que le photovoltaïque va amener un revenu, ce revenu va permettre d'acheter un séchoir et de multiplier par 5 le fourrage, enfin la qualité du fourrage et sa valeur marchande, et son intérêt pour les éleveurs de toute la région. L'aspect coopératif, pour rebondir sur ce que disait Thibault et que je partage complètement, c'est qu'il y a une notion de coopération, avec ou sans coopérative, c'est que l'agriculteur, son séchoir, il va le dimensionner d'une taille telle qu'il pourra le partager avec ses voisins qui, eux, n'auront pas de photovoltaïque sur leur terrain, mais seront ravis de pouvoir venir sécher aussi dans ce séchoir. Mais globalement, on a un projet qui est très vertueux, mais si on regarde la définition qui a été retenue pour l'agrivoltaïsme, notre avantage n'est pas direct. L'avantage le plus précieux, c'est c'est un revenu qui a permis d'investir dans le séchoir. Ce n'est pas l'ombre qu'on a fait sur le fourrage. Mais pour pouvoir le faire qualifier d'agrivoltaïque, on va faire un beau dossier en expliquant que l'ombre est un avantage direct, secondaire, minoritaire, dérisoire, mais qui fera plaisir au respect de la loi. Et des sujets comme ça, on en a beaucoup. Donc cette loi, elle ne nous gêne pas, elle n'était pas utile, elle nous conduit parfois à faire de la sémantique, là où en fait le bon sens nous suffirait. Et il y a beaucoup d'autres projets où on se dit tiens, on n'est pas dans le cadre de la loi, et on est pourtant dans le cadre du bon sens et du projet qu'il faut faire. La loi nous dit qu'il faut raisonner à la parcelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la densité soit trop importante à la parcelle. Mais le bon sens paysan, c'est une expression qui veut dire quelque chose quand on va sur le terrain. Moi, j'ai discuté avec un agriculteur qui me dit « Mais pourquoi voulez-vous me mettre un peu de photovoltaïque sur chaque parcelle alors que j'ai 3 parcelles complètement pourries qui font moins de 30 quintaux à l'hectare au bout de mon exploitation? J'aimerais que vous me couvriez 100% de ces 3 mauvaises parcelles et laissez-moi vivre ma vie ailleurs. » Et là, on attend les décrets d'application, mais ça risque d'être un projet qui ne sera pas agrivoltaïque au sens agri-intégriste qu'il y a eu des fois dans la définition.
c'est pas grave, les décrets peut-être fonctionneront. Et puis dans les lois, comme dans le fonctionnement normal d'une entreprise, j'espère beaucoup qu'il y aura de l'amélioration continue. C'est que de temps en temps, on verra que la loi était maladroite, on l'améliorera par des nouveaux décrets. Puis parfois, on se rendra compte que les producteurs d'électricité ont été maladroits et on améliorera en créant de nouveaux interdits ou de nouvelles autorisations. En tout cas, avec ou sans loi, la loi a prévu qu'il était obligatoire, on va avoir l'avis conforme de la CDPENAF. Donc la CDPENAF va regrouper tous les décideurs administratifs, les chambres d'agriculture. Et la question qui m'avait été posée il y a quelque temps, c'est est-ce que ça vous inquiète ? Mais on n'avait pas besoin de la loi, on ne peut pas faire un projet si on n'a pas convaincu l'agriculteur, ses voisins, le maire, les chambres d'agriculture. Aucun projet ne se fait aujourd'hui en France s'il n'y a pas une vraie concertation et la recherche de compromis. Donc la loi nous dit simplement ce que vous faisiez depuis toujours, sans quoi ça ne marchait pas, devient une obligation. Dont acte, très bien. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne à cette notion de quoi a-t-on peur et qu'est-ce qui est vertueux. Et moi j'ai peur d'une chose. Et du coup j'ai dû faire des petits calculs en ordre de grandeur pour me rassurer et retrouver le sommeil. C'est est-ce qu'un jour il y aura le choix à faire entre avoir de l'électricité décarbonée et se nourrir. Donc prenons quelques ordres de grandeur. Comme le disait le sénateur, on ne peut pas envisager de faire les objectifs de la PPE et notre besoin de production d'électricité renouvelable, que l'on continue ou pas le nucléaire. On sait à peu près ce qu'il faudra impérativement faire en énergie renouvelable et quelle proportion en photovoltaïque. Et RTE nous donne les minimums à faire. Je me suis amusé à aligner quelques chiffres. Imaginons qu'on fasse la moitié de cet objectif sur les toitures. On pourra guère faire plus. Et si on avait autour de la table un assureur, on saurait pourquoi. Il nous dira, mais il y a beaucoup d'endroits, vous ne ferez pas de photovoltaïque en toiture, parce que le risque d'incendie est incompatible avec ce qu'il y a dans le bâtiment. Donc on fera la moitié au sol, au moins. Imaginons qu'on fasse la moitié au sol, et imaginons, ce ne sera pas le cas, qu'on fasse toute cette moitié sur des terres agricoles. Donc je prends un majorant. Dans le pire des cas, on fait la moitié de l'objectif sur des terres agricoles. Dans ce cas, vous savez quelle est la proportion de la SAU, la surface agricole utile française, qu'on viendrait occuper en photovoltaïque ? 0,3%. Gagné, 0,3%. Est-ce que vous savez 100 000 hectares. Exactement. Et c'est vraiment, on fera les moins. Chiffres, et en on a plus, les mêmes. ce sont des terres sur lesquelles on n'arrêtera pas de faire de l'agriculture ou on n'arrêtera pas de faire de l'élevage. On viendra cohabiter. Mais même si on avait décidé de dire on met des panneaux photovoltaïques et poussez-moi ces agriculteurs et poussez-moi ces élevages, on ne fait que du photovoltaïque, c'est pas ce qu'on veut faire. Mais même ça serait pas un drame. Donc de toute façon, c'est une peur qui est beaucoup agitée. Et on voit que dans les réunions qu'on a avec les syndicats, on commence par l'inventaire des peurs et on termine par « Ah bah oui, on a les ordres de grandeur, tout va bien ». Donc moi, je ne suis pas inquiet sur le fait que la concertation, mais ça passe par la concertation. Nous, il faut qu'on comprenne le monde agricole et que le monde agricole comprenne le monde de l'énergie. Et globalement, moi, je crois dans l'intelligence des hommes. Merci beaucoup, Stéphane. Je voyais tout à fait... Alors, monsieur le sénateur rit et Céline souriait. Donc, je ne peux que... Tout à l'heure, donc je voulais me tourner vers vous deux pour réagir aux propos de Stéphane. Oui, quelques mots, parce qu'on parle de loi, donc ça me concerne un petit peu. Bon, je partage beaucoup de choses, mais je pense que la loi est là justement pour encadrer. Le bon sens, j'en entends parler en permanence. Le bon sens, eh bien, effectivement, on croyait qu'il y en avait beaucoup. C'est ce qui nous amène aujourd'hui devant des défis qui sont terribles, avec un effondrement de la biodiversité, avec un réchauffement climatique qui est là. Et le bon sens paysan, on en parle tous les jours avec les phytosanitaires. C'est le bon sens, c'est le bon sens. Donc, je pense que la loi, elle a tout son rôle. Elle est là pour encadrer. Elle n'est jamais parfaite. La loi, elle doit être vivante, elle doit évoluer. Effectivement, ça a été un premier jet et je pense que tout ça va s'adapter et va évoluer. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je souriais. Mais la loi, effectivement, elle est faite pour bien, cadrer et éviter souvent des dérives. Parce que des dérives, on en voit dans tous les domaines. Donc, c'est pour ça que ça me semble essentiel d'avoir une vraie définition. Et derrière, moi, je partage. Il y a des endroits, on pourra très bien faire une vraie centrale photovoltaïque au sol sur des terres qui ont de très faibles rendements. Il faut vraiment planifier tout cela plutôt que de faire des choses très coûteuses. On voit bien, on peut aller vers de l'agrivoltaïsme très, très coûteux, très visible parce qu'on va être en hauteur et qu'on va vouloir passer des engins dessous. Tout ça doit s'interroger. Mais il faut vraiment que ce soit planifié et pas simplement laisser un soi-disant bon sens qui n'est pas toujours présent là où on voudrait. Thibaut Oui, je veux bien répondre.
Pour la Alice. continuité, en fait, le sujet les sujets en hauteur, je pense que c'était surtout pour TSE. Sur la partie projet, justement, là, on parle de la canopée, en l'occurrence, qui est un des produits que l'on a développé. Oui, la hauteur, 4 mètres, mais il y a un autre sujet qui revient derrière, c'est l'intégration paysagère. Et donc, du coup, on est dans le sujet aussi que Céline Mel évoquait en amont. On l'a déjà pris en compte. Le sujet a déjà été travaillé. On a une structure qui est aérienne, légère, qui est intégrée dans un territoire, parce qu'elle n'a pas été placée là non plus par hasard. En fait, il fait partie de l'ensemble des facteurs qui ont été travaillés. Autre sujet, le coût. C'est pas un sujet. C'est une vision. On a 100 000 hectares. Il y a un objectif industriel. Donc on est sur des stratégies industrielles. Plus on va travailler une stratégie industrielle, plus on aura des coûts qui seront faibles. Plus on a des coûts faibles, plus on a une électricité bon marché, plus on est accessible. On a une électricité locale qui rend un service à l'agriculteur sur son outil de production, qui bénéficie aux habitants locaux, et on a une structure qui est bien intégrée dans le territoire. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Céline, est-ce que vous souhaitez réagir aux propos notamment de Stéphane? Oui, non, mais je peux enchaîner, effectivement. Non, je suis assez d'accord que la loi, elle est nécessaire quand même. Hein. Je rejoins monsieur le sénateur tout de même. La loi est nécessaire, on a besoin d'encadrement. Je vais quand même rappeler les historiques qu'on a eus sur les serres photovoltaïques, où on avait un tarif d'achat absolument intéressant, on va dire, et où on a eu beaucoup de réalisations, et finalement, peu, en tout cas, côté sud, hein, de ce qui avait été audité ou en tout cas enquêté, il y avait à peu près 80% des serres qui n'avaient plus de production agricole en sous-face. Donc il faut quand même se souvenir de ça, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'agrivoltaïsme et on veut effectivement mettre du photovoltaïque sur les terrains agricoles, mais si on veut le faire, il faut le faire quand même bien, et il faut s'assurer qu'on ait toujours une production agricole. Alors certes, en jouant sur les chiffres, on est à 0,3% de la SAU et on se dit que c'est pas très grave, mais c'est pas une raison pour arrêter la production agricole sur ces 0,3%. Voilà, donc ça c'est quand même ce que je voulais rappeler. Et après, en termes justement d'encadrement, la loi l'a bien démontré, on a bien 2 catégories sur terrain agricole de production photovoltaïque. L'une qui s'appelle de l'agrivoltaïsme, et où on va demander à ce qu'il y ait ce fameux service direct et un apport véritablement synergique avec l'agriculture. Et le deuxième pendant, c'est de la production électrique sur terrain agricole, sur des sols réputés incultes ou non cultivés depuis X années. On va attendre les décrets pour avoir plus de précision. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a 2 choses différentes. Quand on parle d'agrivoltaïsme, on est bien sur des systèmes qui doivent être en synergie et qui donc doivent apporter ce fameux service direct. Si on n'a pas de service direct, à ce moment-là, on est plutôt sur de la production d'électricité qui, cela n'empêche pas le fait, qui peut être tout à fait pertinente pour l'exploitation dans sa globalité. Et ça, on l'a vu aussi, nous, dans l'étude ADEME, il y a des couplages qui peuvent être intéressants et pertinents en permettant voilà, cet équilibre, on va dire, entre production photovoltaïque et production agricole. Pour nous, l'agrivoltaïsme, et c'est aussi l'idée de la loi, puisque la définition qui a été donnée dans la loi est quand même très similaire à celle qu'on a pu aussi proposer, l'agrivoltaïsme, on est sur une notion véritablement de synergie, donc ça n'est pas la même chose. Stéphane, je me tourne vers vous évidemment, puisque nous n'avons pas besoin de loi. Non, mais la Et loi est nous là, n'avons pas de crainte à avoir. Alors voilà, je Si, vous laisse. il y a toujours des craintes à avoir. Je ne pense pas que la loi empêche les écueils. Je pense que ce qui empêche les écueils, c'est le fait de mettre dans les circuits de décision locale des gens qui représentent chacun des métiers. Vous savez, moi j'avais discuté à une époque avec un inspecteur du fisc qui se plaignait qu'il y avait trop de fraude fiscale, et je lui ai proposé une solution pour qu'il n'y ait plus de fraude fiscale. Je vous rassure, le fraudeur, ce n'était pas moi. On peut tomber dans des raisonnements absurdes en disant on a tellement peur qu'il y ait des dysfonctionnements qu'on va supprimer les choses. Ben, on peut supprimer l'impôt, il n'y aura plus de fraude fiscale. C'est absurde. Ben, on peut aussi décider de dire on a tellement peur qu'il y ait de l'agrivoltaïsme ou du photovoltaïque sur terre agricole qui ne soit pas ultra vertueux, qu'on va prendre tellement le temps de réfléchir que, ah ben mince, une fois de plus, on sera hyper en retard. Et là, on en reparlera parce qu'on sait tous qu'on a un trou d'air. Avec ou sans nucléaire, même si on arrive à faire nos centrales nucléaires, même si elles ne font que 10 fois le prix envisagé, il y aura un trou d'air. RTE nous l'explique, on aura un manque d'électricité. Dans 15 ans, et qu'il y aura un manque d'électricité, on ne dira pas, si jamais on n'est pas allé plus vite en énergie renouvelable, attention, cet hiver, un risque de coupure d'une demi-heure.
on dira cet hiver, coupure tournante d'une heure, ville par ville. C'est ça qui va arriver. Et donc, attention à tous les risques. Il y a le risque imminent et le risque dans 10 ans. Donc, mettons des garde-fous et puis de temps en temps, constatons des erreurs qu'il faut corriger. Mais si on fait l'inventaire de toutes les erreurs avant même de sortir dehors, on ne fera jamais rien. Et dans 10 ans, c'est une catastrophe. Dans 10 ou 15 ans, c'est une catastrophe, un gros trou d'air en énergie. Et si je vous dis ça, c'est avec une envie de vitesse, c'est une envie de réaliser. Mais c'est une envie de réaliser vite et bien. C'est une envie de performance, de faire des choses dont on est fier. Nous, on fait ce métier depuis 1985. Dans toutes les communes où on bosse, on a des employés qui sont membres du conseil municipal parce qu'ils se sont installés sur place pour faire l'entretien. Tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et pourtant, de temps en temps, on a des dysfonctionnements, des petites erreurs et on les corrige. Et c'est ce rythme d'amélioration continue qui est important, qui doit conduire au fait qu'on avance, qu'on fait des projets. Et qu'on ne regarde pas les projets éventuellement dangereux de demain, on les fait, on les contrôle et on avance. Et c'est important. Oui, merci Stéphane. Je voudrais rebondir sur la notion de vite et bien pour clore ces échanges sur des projets vertueux, puisque c'est la démarche, c'est votre démarche, c'est la démarche de beaucoup d'acteurs de la filière dont Thibaut et TSE. Et donc, je voulais me tourner vers vous, Thibaut, pour peut-être clore sur une façon de rassurer les acteurs, puisqu'il y a déjà des projets qui sont développés en l'absence de loi, il y a des projets qui se sont faits. Il y a cette nécessité de synergie avec les exploitants agricoles. Et juste peut-être pour clore, avant peut-être de prendre une ou deux questions, si nous avons le temps, sur l'importance de nouer des partenariats. Peut-être quelle est votre approche, peut-être développer un petit peu plus cette notion de partenariat qui est essentielle. Il y a beaucoup de pédagogie qui est encore à faire, à mener sur ces sujets, mais quand on comprend l'intérêt de l'agrivoltaïsme, on ne peut que adhérer. Je voudrais dire sans m'avancer trop, voilà, mais c'est vrai, c'était quand même des beaux projets, c'est encadré maintenant, et il y a cette démarche de synergie, de partenariat qui est essentielle, et je vous laisse la parole sur ce sujet. Mais effectivement, les sujets des partenariats, c'est une approche territoriale forte qui permet de comprendre le besoin, l'approche, qui regroupe en fait tous les acteurs et tous les sujets qui sont la concertation, l'intégration territoriale, les besoins de consommation sur les territoires, les besoins de production, les renouvellements des générations et la vigueur aussi, la vie au niveau des habitants. Donc, en fait, le sujet des territoires, des partenariats n'est ni plus ni moins qu'une bonne concertation. Et je pense que le sujet du photovoltaïque, c'est quand même le sujet d'une concertation territoriale pour avoir un bon développement et des projets qui soient cohérents. Et moi, ce que je voulais juste, un petit mot pour terminer, je vous invite à venir voir quand même la canopée, à venir voir nos solutions, parce que la canopée, c'est une des solutions, oui, elle est haute, mais on a d'autres solutions qui correspondent à d'autres besoins territoriaux. Donc ça, je vous invite, si vous voulez même venir voir un verre sur le stand 2 de TSE, c'est avec grand plaisir pour continuer les échanges. Stéphane, Céline, monsieur le sénateur, peut-être un petit mot, voilà, si vous avez quelque chose, quelques éléments que vous souhaiteriez partager avec nous avant de clore ces échanges. Je vous laisse la parole, sinon je prends des questions dans la salle s'il y en a. Allez, je prends l'adjectif vertueux. Comme on est un métier de passionnés, on a le défaut des passionnés, on est perfectionniste. Mais rappelons-le, on est beaucoup plus exigeant avec nous-mêmes dans la filière photovoltaïque et dans les énergies renouvelables, parce qu'on est tous rentrés dans ce secteur par envie de faire bien, de faire propre, de faire durable. Mais rappelons-le, un panneau photovoltaïque, ça se recycle à 96% de sa masse. C'est garanti par les industriels 35 ou 40 ans. Les installations que l'on fait au sol, on a préfinancé le recyclage des panneaux, ce qui fait que dans 35 ou 40 ans, si on décide de démonter pour mettre une nouvelle génération, on a déjà préfinancé le recyclage, il n'y aura rien à payer. Quand on signe un bail avec un agriculteur qui nous donne une parcelle ou deux pour faire des éléments, on s'engage à tout remettre en l'état et c'est préfinancé. Et tous nos panneaux sont plantés sans faire de béton. Ce sont des pieux battus ou des pieux vissés dans le sol. Donc en fait, on est sur une filière qui est un peu perfectionniste, qui a été poussée par les Allemands dans cette direction. Mais parfois, on a l'impression que plus on en donne, plus on nous en demande. Et j'entends pas les questions de savoir la recyclabilité d'un EPR. Je me demande s'il est bien normal qu'on ait décidé qu'il y aurait une dérogation pour dire que là où on fait une centrale nucléaire, l'espace qui a été artificialisé par la centrale nucléaire, il ne sera peut-être pas complètement compté dans le bilan d'artificialisation. Ça paraît aberrant.
Par contre, sous les panneaux, on est encore en train de se poser des questions. Mais là, je compte sur les sénateurs avertis pour nous aider sur cette direction-là. Mais imaginez qu'un espace couvert de panneaux photovoltaïques plantés sur des pieux qui seront démontés dans 35 ans, si on nous dit ça, c'est de l'artificialisation, alors que la pluie continue de passer, que les animaux continuent de passer, ça veut dire que le maire va dire, mince, si je donne 20 hectares pour des panneaux photovoltaïques, il faut que je trouve 20 hectares à dégoudronner un jour quelque part. Ça, c'est la fin du photovoltaïque. Et vous voyez, cette question, on se la pose de manière extrêmement pointue et exigeante sur le photovoltaïque et moins sur d'autres énergies. Et je ne dis pas ça pour opposer les énergies, je pense qu'on aura besoin d'un superbe mix. Mais on a tendance à vouloir être plus vertueux que la vertu. Nous ne sommes pas des saints. Merci Stéphane. Monsieur le sénateur, le mot de la fin avant Céline. Oui, je partage, hein, il faut aller vite. On a souvent des injonctions contradictoires aujourd'hui, puisqu'on parle de transition énergétique. Et transition, ça laisse entendre qu'on a du temps et on n'a plus le temps. Donc, je suis bien d'accord pour dire qu'il faut aller vite, mais il faut quand même encadrer à minima. Et quand on parle de concertation, il faut arriver à mettre tout le monde autour d'une table. Et donc, des fois, eh bien, ce sont des décrets, des fois, c'est réglementaire ou c'est la loi qui permet de savoir qui on met autour de la table pour n'oublier personne. Et vraiment, on a besoin dans cette société d'éviter des fractures qui sont déjà très nombreuses. Et donc, il faut concerter et essayer de faire de la pédagogie en permanence pour essayer de faire comprendre les enjeux. C'est vrai qu'on a souvent des focales sur les énergies renouvelables qu'on n'a pas du tout sur d'autres domaines dans la société. Effectivement, on nous demande d'être très, très vertueux. C'est pareil sur l'éolien, où on se pose beaucoup de questions de recyclabilité que l'on ne se pose dans aucun des domaines, aucun des autres secteurs d'activité de la société. Donc, effectivement, il faut aller de l'avant, il faut encadrer. Il y a ce côté réversible dont parlait, c'est Stéphane, hein, si je ne me trompe pas, tout de suite. Allons-y sur le photovoltaïque et l'agrivoltaïsme. Si on trouve mieux demain et si on arrive vraiment à aller plus vite sur les toitures, sur toutes les surfaces artificialisées, eh bien, on pourra se réinterroger dans quelques années. Mais aujourd'hui, on le sait, le GIEC nous le dit, nous n'avons pas 50 ans pour agir, il nous reste 7 ans pour vraiment complètement inverser les tendances et essayer de préserver notre climat. Donc, effectivement, l'agrivoltaïsme est pour moi un des éléments fondamentaux pour atteindre ces objectifs. Merci beaucoup Céline. Merci. Je trouvais que c'était un beau mot de la fin, donc je ne peux pas en rajouter plus. On ne vous laisse pas la parole si vous ne souhaitez pas intervenir. Non, mais en tout cas, je confirme, histoire de reboucler, comme ça on aura fait tout le tour. La concertation me semble effectivement le maître mot de tout ça pour valider l'ensemble de ces projets et faire que tout le monde soit sur le même niveau d'information et en tout cas la même appropriation de ces installations. Merci beaucoup. Des questions peut-être. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une petite question. Oui, allez-y. Merci. Oui, donc Léonore Barthélémy, je fais partie de Démopolis Concertation. On accompagne beaucoup les projets d'énergie renouvelable, notamment une grande expérience de l'éolien où il y a beaucoup d'opposition. Je suis un peu triste d'entendre la concertation abordée du point de vue de la loi, parce que pour nous, c'est pas uniquement mettre des acteurs autour de la table et les partenariats entre des personnes très très concernées, donc les agriculteurs, les syndicats des métiers, les élus des communes. Vous savez, en fait, les faire se retrouver, les faire discuter ensemble des intérêts qu'ils pourraient avoir à porter ces projets ensemble. Aujourd'hui, il me semble que, comme on l'a vu sur l'éolien, il peut y avoir de l'opposition qui arrive sur des projets solaires, notamment sur l'impact paysager, et que nous, on commence à entendre un peu des discours de désinformation qui sont portés par l'opposition, sur lesquels c'est vraiment important de venir intervenir maintenant pour que le secteur ne soit pas impacté par des premières expériences qui auraient pu faire réagir de manière un peu épidermique des populations sur un territoire. Voilà, et donc je souhaitais vous rappeler que la concertation, c'est entre autres un vrai métier et que nous, on est aussi là pour accélérer toutes ces initiatives sur les territoires et qu'on est vraiment à votre disposition pour vous accompagner sur la meilleure manière de promouvoir ces énergies renouvelables auprès des riverains
qu'on a beaucoup de mal à mobiliser quand on n'est pas forcément du métier. Donc voilà, on est vraiment là pour vous et on a envie d'élargir aussi le champ des acteurs qu'on met autour de la table pour construire notamment des latéralités à ces projets et pour qu'ils soient le mieux accueillis possible sur les territoires par tous. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Avec plaisir. Et merci à tous pour votre écoute. Et je remercie bien entendu nos 4 intervenants. Et merci pour l'animation. Merci. Merci bien. J'irai visiter le site de TSE sur ce que vous faites. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci, monsieur le sénateur. Au revoir, Céline. Merci, Au au revoir à revoir. toutes et à tous. Merci. Au revoir Cécile.